Salut à tous! Préparez-vous pour une expédition passionnante, débordante de découvertes archéologiques remarquables. Nous sommes enthousiastes à propos de cette vidéo et nous espérons que vous l'êtes tout autant. Notre itinéraire est chargé d'une collection de trouvailles extraordinaires, allant du minuscule au colossal et s'étendant sur diverses époques, à la fois anciennes et plus récentes. Sans plus tarder, plongeons directement dans le monde captivant de l'archéologie. C'est parti! Coupe à boire hittite. Dans un fascinant mélange d'art et de fonctionnalité, une coupe à boire en argent en forme de poing, réalisée par les Hittites en Turquie centrale, est actuellement exposée au Musée des Beaux-Arts à Boston, aux États-Unis. Cet artefact unique, datant d'environ 1400 à 1380 avant Jésus-Christ, probablement durant le règne de Tudhalias III, est un témoignage de la sophistication de l'artisanat hittite. Le design de la coupe, qui évoque un hiéroglyphe hittite signifiant la force, est cru avoir été utilisé dans des rituels liés au dieu de la météo, Tarhuna. Une frise autour du bord représente Tarhuna tenant un taureau et le grand roi Tudhalias conduisant prêtres et musiciens d'une ville par-dessus une montagne personnifiée en figure humaine couverte de feuilles. Le design de la coupe n'est pas seulement esthétiquement agréable, mais porte également une signification symbolique, possiblement présentée au dieu pour accorder la force au donateur royal. Cet artefact soulève des questions intrigantes sur le concept d'art dans les cultures anciennes et la création intentionnelle d'objets qui mélangent l'utilisation pratique avec l'expression artistique. Ainsi, alors que nous admirons cette coupe ancienne en forme de poing, nous sommes rappelés du désir humain intemporel d'infuser beauté et signification dans les objets du quotidien. Pétroglyphe du Canyon Crow. Se dressant dans le paysage accidenté du Nouveau-Mexique aux États-Unis, les pétroglyphes du Canyon Crow représentent l'une des collections les plus étendues d'art rupestre navajo dans le sud-ouest américain. Datant du XVIe au XVIIIe siècle, ces pétroglyphes offrent un aperçu du riche patrimoine culturel du peuple navajo. Située dans le district archéologique isolé du Canyon Crow, la zone détient une importance historique significative en tant que patrie traditionnelle des Navajos, avec leurs racines remontant jusqu'à 1100. Les gravures complexes trouvées principalement sur les murs sud et est du canyon dépeignent un éventail fascinant d'animaux, d'humains, de cultures, d'armes et de figures surnaturelles. Les chercheurs spéculent que ces pétroglyphes étaient probablement liés à des pratiques cérémonielles ressemblant aux peintures de sable cérémonielles navajo. Parmi l'art navajo, vous découvrirez également d'anciens arts rupestres pueblo ancestrales. Au-delà des pétroglyphes, le site présente d'anciennes ruines navajo connues sous le nom de pueblitos, construites au XVIe et XVIIe siècle. Ce sont plus que de simples reliques, elles sont des connexions entre les Navajos du passé et les Navajos du présent. Aujourd'hui, la tribu Navajo est la plus grande tribu amérindienne des États-Unis, avec une communauté prospère de plus de 250 000 membres. Armure de Dandra. L'armure de Dandra est un artefact au nom inhabituel. Cette armure est tout à fait différente de la plupart des armures anciennes. C'est un exemple parfait d'un type d'armure corporelle complète qui était spécifique à l'ère mycénienne de plus de 3000 ans. Elle porte ce nom car elle a été trouvée près du village de Dandra, en Argolide en Grèce, en mai 1960. L'archéologue suédois responsable de la découverte a dit que l'armure de Dandra est le plus ancien exemple de laiton martelé utilisé dans une armure corporelle. Les experts modernes sont d'accord avec lui et pensent que les panneaux de laiton qui composaient la combinaison ont environ 3500 ans. L'armure aurait été utile en ce sens qu'elle aurait fourni une protection raisonnablement adéquate pour les organes vitaux, mais elle aurait également été inconfortablement lourde. Le laiton seul est déjà assez lourd, mais les lanières de cuir qui les tenaient ensemble auraient rendu la combinaison encore plus lourde. Celui qui portait l'armure de Dandra aurait été couvert du cou au genou, mais il aurait probablement eu des difficultés à se déplacer sur le champ de bataille. Vase de Portland. Le verre camé, une forme de luxe de l'art du verre, est un témoignage exquis de l'ingéniosité et de la créativité des artisans anciens. Cette technique, qui implique la gravure ou l'etching et la sculpture à travers des couches fusionnées de verre de couleurs différentes pour produire des dessins, a été vue pour la première fois dans l'art romain antique autour de 30 avant Jésus-Christ. L'exemple le plus célèbre de verre camé romain est le vase de Portland, conservé au musée britannique. Le verre camé a été produit en deux périodes, la période précoce d'environ 30 avant Jésus-Christ à 60 après Jésus-Christ, puis de la fin du IIIe siècle à la période de Constantin le Grand et de ses fils. Après cela,
La technique a été perdue jusqu'au XVIIIe siècle en Europe et n'a pas été perfectionnée à nouveau jusqu'au XIXe siècle. La période Art Nouveau a vu les œuvres les plus remarquables depuis la Renaissance, avec des créateurs tels qu'Émile Gallé et Dôme de Nancy abandonnant les sujets et les schémas de couleurs inspirés des Romains pour des designs de plantes et de fleurs. Aujourd'hui, le verre camé continue d'être produit, nous rappelant l'attrait intemporel de cette forme d'art complexe. Si nous avons perdu cette connaissance pendant des siècles, qu'avons-nous d'autre oublié qui reste encore à se rappeler? Cité antique de Pinara. Nous allons en Turquie avec le site ancien de Pinara, un établissement qui a été construit au pied du mont Babada. Les personnes qui vivaient ici enterraient leurs morts dans des tombes en nid d'abeilles qui étaient taillées dans la face même de la falaise. Très peu de choses sont connues sur les personnes qui vivaient ici. La plupart de nos informations sur les résidents de Pinara proviennent des écrits de Ménécrites, un historien lycien qui a vécu il y a 2400 ans. Selon lui, Pinara a été construite parce que la ville de Xanthos devenait dangereusement surpeuplée et donc certains de ses résidents devaient être envoyés ailleurs. Certaines sources disent qu'Alexandre le Grand a conquis Pinara en 334 avant Jésus-Christ, mais il y a une certaine controverse à propos de cette affirmation. Attaquer Pinara aurait sûrement été une perte de temps pour Alexandre, car elle était stratégiquement sans importance et existait dans un emplacement reculé difficile à atteindre. Certaines des inscriptions à l'intérieur des tombes de Pinara sont écrites en lycien, mais d'autres sont écrites en grec. Donc les Grecs sont finalement venus ici, que ce soit sous la direction d'Alexandre ou non. Les gravures sur les roches dans et autour des tombes suggèrent que le culte phallique a pu se produire ici, mais cela ne peut pas être vérifié non plus. Colline de Dorstone. Dans une découverte qui bouleverse notre compréhension de la propagation de la culture néolithique, des archéologues ont mis au jour un complexe de monuments néolithiques précoces à la colline de Dorstone, dans le Herefordshire, en Angleterre. Ces structures datant d'au moins 5800 ans font de la colline de Dorstone le site culturellement néolithique le plus ancien des Midlands de l'Ouest en Angleterre. Cette découverte remet en question la théorie selon laquelle les pratiques néolithiques se sont répandues de manière uniforme du sud-est au nord-ouest à travers la Grande-Bretagne. Au lieu de cela, elle suggère que la propagation était quelque peu irrégulière, avec des poches de chasseurs-cueilleurs et d'agriculteurs parfois coexistants pendant des centaines d'années. L'utilisation de méthodes statistiques avancées dans la datation au radiocarbone a révélé que presque toutes les phases d'occupation à la colline de Dorstone étaient plus anciennes que prévu, avec l'occupation la plus ancienne remontant probablement à plus de 3800 avant Jésus-Christ. Cette découverte pourrait avoir des implications dramatiques pour notre compréhension des premiers agriculteurs de la Grande-Bretagne, suggérant que leur propagation à travers l'île était inégale et désordonnée, marquée par des zones de changement précieux, des retards temporels et des relations diverses avec les chasseurs-cueilleurs indigènes. Autant nous pensons à nos ancêtres les plus lointains comme à des gens très simples, il semble qu'eux et leur peuple menaient des vies tout aussi compliquées que les nôtres, à leur manière. Réserve des tigres de Bandhavgarh. Notre prochaine découverte nous emmène en Inde où plus de 20 temples bouddhistes anciens et des peintures murales ont été trouvés dans la réserve des tigres de Bandhavgarh. Les archéologues ont fait preuve de beaucoup de bravoure en faisant ces découvertes car la réserve est encore très active et il y avait des tigres observant chacun de leurs mouvements. Les temples prennent la forme de grottes qui ont été taillées il y a entre 2200 et 2500 ans. Il y a en total 26 temples-grottes dans lesquels se trouvent 46 sculptures, 24 inscriptions, 19 sculptures d'eau, une paire de stupas votifs et même les restes de certains jeux de société en pierre. Ils sont restés en usage pendant très longtemps, avec des preuves sur place suggérant qu'il y avait une utilisation religieuse des temples jusqu'au XIe siècle. Certaines des structures d'eau pourraient être encore plus récentes, avec une date proposée du XVe siècle pour les plus jeunes d'entre elles. Des expéditions archéologiques ont eu lieu ici auparavant, mais celle qui a mené à ces découvertes est la première depuis 1938. La découverte la plus significative sur le site est une énorme sculpture de Varaha qui a probablement été réalisée entre le 9e et le 13e siècle. Cercle de bois mystérieux. Pendant des centaines d'années, personne ne savait que le cercle de bois de l'âge du bronze dans le Norfolk en Angleterre existait. Le site a été appelé Seahenge, bien que ce soit un nom donné par la presse britannique et qui n'est pas nécessairement exact. Il n'y a aucune preuve que ce soit ou ait été un henge, mais il a définitivement été réalisé par des humains. Le cercle est apparu en 1998 après que les sables se soient déplacés sur une plage appelée Holme, près de la ville de King's Lynn, révélant les restes du cercle avec une souche d'arbre inversée en son centre.
Les poteaux de chêne, autrefois de 3 mètres de haut, ont été datés et montrés pour avoir presque 4000 ans. À l'époque, cette zone de terre aurait été un marais salant. La marée aurait détruit le bois s'il avait été laissé en place. Ainsi, le cercle entier a été extrait du sol et déplacé au musée de l'Inn, où il est maintenant exposé au public. La meilleure supposition des historiens est que c'était un site funéraire, mais c'est ce qu'ils disent souvent des structures qu'ils ne comprennent pas. D'une horloge à un calendrier, il aurait pu servir à un nombre quelconque de buts. Basilique Saint-Pierre. La basilique Saint-Pierre, inspirant la crainte dans la cité du Vatican, abrite les secrets de la nécropole du Vatican. Ce site souterrain remarquable contient 5 étages d'histoire remontant à la fondation de l'Empire romain. Au sein de la nécropole, les visiteurs peuvent explorer 3 niveaux, chacun représentant différentes périodes. Le premier niveau abrite un cimetière païen du 1er siècle, tandis que le deuxième niveau révèle un cimetière combiné du 5e siècle présentant un mausolée en pierre et des ruines telles qu'un fragment d'arc de triomphe. Ces 2 niveaux couvrent presque toute la durée de l'Empire romain. Niché entre eux se trouve un lieu vénéré qui, selon les fidèles, contient les restes de Saint-Pierre et la roche originelle sur laquelle l'église a été construite, symbolisant son importance biblique. En montant plus haut, les visiteurs rencontrent une église chrétienne du XIIe siècle, complète avec des grilles menant au sol de la basilique et à la grotte fascinante. Ce labyrinthe caché sous la basilique offre un aperçu de plus de 2000 ans d'histoire, connectant les visiteurs aux fondations anciennes de l'Empire romain et aux origines spirituelles du christianisme. Il ne serait pas exagéré de dire qu'il n'y a nulle part ailleurs comme cela sur Terre. Pendentif de Malia. Le pendentif de Malia, également connu sous le nom des abeilles de Malia, est un superbe pendentif en or datant de la civilisation minoenne, fabriqué quelque part entre 1800 et 1650 avant Jésus-Christ. Cette pièce exquise de bijouterie a été découverte dans une tombe à Chrysolakos, à Malia, en Crète, en 1930. Le pendentif représente 2 insectes identiques, possiblement des guêpes ou des abeilles, joints tête à tête dans un arrangement symétrique. Les ailes des insectes se déploient vers l'arrière et, des bords inférieurs des ailes et d'un point proche de l'extrémité de l'abdomen, pendent 3 disques. Les insectes semblent saisir un disque circulaire placé au centre et il y a une seconde petite globule lisse placée au-dessus de celle-ci, comme s'ils étaient en train de la manger. Le pendentif est actuellement exposé au musée archéologique d'Héraklion sur l'île de Crète en Grèce et est considéré comme l'une des pièces de bijouterie minoenne les plus célèbres. Cet artefact sert de témoignage au savoir-faire complexe et à la prouesse artistique de la civilisation minoenne. Il y a beaucoup que nous ne savons pas à leur sujet, mais au moins nous pouvons dire avec confiance qu'ils étaient maîtres en matière d'art. Trésor caché. Révélant un trésor caché qui a été dissimulé aux yeux des humains pendant des siècles, une pierre vieille de 400 ans, avec des inscriptions exquises, a récemment été mise au jour dans l'enchantant district d'Udupi, au Karnataka, en Inde. Cette découverte remarquable a émergé lors des travaux de nivellement pour le parc proposé Ashoka, une entreprise qui a sollicité l'assistance de résidents locaux dévoués. Gravés sur la pierre ancienne se trouvent des représentations intricates du soleil, de la lune, d'un Shivalinga resplendissant et d'un noble Nandi. Cependant, c'est le message profond contenu dans les inscriptions qui captive véritablement les historiens et les chercheurs. Un historien estimé, le professeur, a méticuleusement déchiffré le texte cryptique qui déclare que l'héritage durable de l'empire des rois régnants repose sur l'existence des corps célestes. Dans cette région sacrée, différentes communautés distinguent leurs frontières terrestres à travers des marqueurs distinctifs. Les Shivaïtes ont embrassé les pierres Linga Mudra, tandis que les Vaishnavas ont opté pour les pierres Vamana Mudra et les Jains ont honoré les pierres Mukoti. Ces pierres ne délimitaient pas seulement les frontières, mais symbolisaient également l'identité religieuse. Le professeur souligne l'importance critique de préserver ces artefacts historiques, ainsi que les mémoriaux de guerre et les pierres frontalières, en sollicitant la coopération et le soutien du public. Complexe de Qutba Minar. Premièrement, à l'ordre du jour, nous avons le complexe de Qutba Minar à Mehrauli en Inde. Il y a d'innombrables monuments anciens importants à l'intérieur du complexe, y compris le célèbre pilier de fer de Delhi qui ne rouille jamais. Le monument le plus célèbre sur le site est la Tour de la Victoire, nommée en l'honneur de l'icône religieuse, le saint soufi Khwaja Qutbuddin Bakhtiar Kaki, qui est un mystique et un érudit du XIIe siècle. La tour a pris presque 200 ans à construire, avec les travaux achevés en 1368.
Pendant plusieurs siècles, il était traditionnel pour les dirigeants qui contrôlèrent la région d'ajouter des monuments propres au complexe. Même les Britanniques ont ajouté quelques bâtiments pendant le temps du Raj britannique. À part le pilier de fer et la tour de la Victoire, d'autres structures notables au complexe de Qutba Minar incluent la porte d'Alai Darwaza, l'Alai Minar et la mosquée Qubatul Islam, qui a été assemblée à partir des restes brisés de pas moins de 27 anciens temples hindous et jaïns. L'ensemble du complexe appartient maintenant au Trust national indien pour l'art et le patrimoine culturel, qui restaure et entretient autant de monuments que possible et organise également le festival annuel de Qutub, de musique et d'art. Casque de Mescalamdoug. Ensuite, nous avons une pièce unique de coiffure. C'est le casque de guerre de Mescalamdoug, le roi craint et suprêmement puissant de Kish et le souverain de la première dynastie d'Ur, il y a 4600 ans. Cependant, il y a un hic. Nous ne savons pas s'il appartient au jeune Mescalamdoug ou au vieux Mescalamdoug. L'un était le petit-fils de l'autre et tous deux ont régné sur Akkad et Sumer. La tombe de l'un des deux souverains a été découverte en 1924 par Leonard Woolley, un archéologue britannique de renom. Le casque, ainsi que de nombreux autres biens funéraires de qualité, a été trouvé à l'intérieur de la tombe. Woolley a estimé que l'occupant de la tombe avait environ 30 ans au moment de sa mort, ce qui pourrait indiquer que le jeune Mescalamdoug était le propriétaire du casque. Mais avoir 30 ans ne signifiait pas que vous ne pouviez pas être grand-père dans l'Antiquité. Le casque d'or est d'un design qui n'a été trouvé que dans les tombes de deux autres personnes, Eannatum et Sargon le Grand. Comme tous les deux étaient rois de Kish, il semble probable que cela était l'équivalent d'une couronne. Pièce romaine. Une découverte faite par un détecteur de métaux humains est une chose, une découverte faite par un blaireau en est une autre. Cette histoire semble trop absurde pour être vraie, et pourtant, elle s'est produite. En janvier 2022, un blaireau affamé a été directement responsable de la mise au jour de la plus grande collection de pièces romaines jamais trouvée dans le nord de l'Espagne. En cherchant des baies et des vers à manger dans une grotte en Asturie, le blaireau a ouvert une fissure dans le sol près de son terrier et les pièces ont commencé à en sortir. Sans surprise, le blaireau n'avait aucun besoin des pièces, il les a laissées là où elles étaient tombées sur le sol et elles ont été découvertes peu après par deux archéologues lors d'une visite de routine dans la région. Les pièces ont toutes été frappées entre le 3e et le 5e siècle, tandis que les dénominations sont romaines. Les pièces ont été frappées dans des lieux aussi lointains que la Grèce et la Turquie. Elles ne sont pas arrivées dans le sol par accident, il est donc probable que quelqu'un les a enterrées il y a plus de 1600 ans comme moyen de les garder en sécurité. Peu importe qui la personne était, elle n'est jamais revenue pour ses économies de toute une vie, mais le blaireau, si. Site de Dawa. Des fouilles archéologiques à Oman en 2022 ont révélé des découvertes significatives offrant des aperçus sur les réseaux commerciaux anciens dans la région. Le site connu sous le nom de Dawa remonte à l'âge du bronze ancien et a livré une variété de découvertes incluant des plans de sol, des entrepôts, des bâtiments administratifs et rituels, une infrastructure industrielle pour le traitement du minerai de cuivre et des bijoux en argent datant du 3e millénaire avant Jésus-Christ. L'excavation a été dirigée par une équipe conjointe américaine et omanaise dirigée par le professeur Nasser Al-Jawhari. Une découverte particulièrement fascinante est une tombe contenant des restes squelettiques, de la poterie locale et importée, et des bijoux incluant une bague en argent avec un sceau distinctif représentant un bison de la civilisation de la vallée de l'Indus. Le sceau suggère l'existence de commerce et de connexions culturelles entre la Mésopotamie, l'Anatolie et la civilisation arapéenne du Pakistan et de l'Inde. La mondialisation représentée par la bague souligne l'interconnexion des civilisations anciennes et leurs pratiques commerciales avancées. La découverte remet en question les hypothèses précédentes sur l'intelligence et les réalisations technologiques de la culture al-Nar, indiquant des solutions administratives précoces qui ont facilité la croissance économique. Les découvertes à Dawa fournissent des preuves précieuses de la diversité et de la complexité des réseaux commerciaux préhistoriques eurasiens, offrant un aperçu des connexions complexes qui ont façonné les civilisations anciennes. Reine Édith. Nous continuons avec la nouvelle que les plus anciens restes d'un royal anglais ont été découverts en Allemagne. La reine Édith, la petite-fille d'Alfred le Grand, a joué un rôle crucial dans l'histoire anglaise en tant que demi-sœur d'Athelstan, le premier roi d'Angleterre. À l'âge de 19 ans, Édith a été envoyée en Allemagne où elle a épousé le duc de Saxe, qui est devenu plus tard Othon Ier, l'empereur romain germanique. Tragiquement,
Elle est décédée à l'âge de 36 ans en 946 et a été mise au repos dans la cathédrale de Magdebourg. Au fil des ans, ses restes ont été recherchés haut et bas jusqu'à ce que les archéologues fassent cette découverte étonnante. À l'intérieur d'un cercueil en plomb inscrit avec le nom de la reine Édith et l'année 1510, ils ont découvert un squelette enveloppé de soie d'une femme entre 30 et 40 ans. Bien qu'une analyse plus approfondie soit nécessaire, y compris tester les os pour des isotopes radioactifs correspondant trouvés dans son lieu de naissance en Angleterre, cette découverte pourrait potentiellement confirmer son identité. L'excellente préservation des restes ajoute à l'importance de la découverte. Notamment, aucun reste plus ancien d'un royal anglais n'a été identifié, et bien que le tombeau de son frère Athelstan dans l'abbaye de Malmesbury existe encore, les experts soupçonnent qu'il soit vide. Ville de Suse. Continuons en parlant d'une ville ancienne entière. Nous nous embarquons dans un voyage de 6000 ans à travers le temps jusqu'à la ville ancienne de Suse, située dans l'Iran actuel. Cette ville, composée de 3 tels, l'Acropole, la ville royale et l'Apadana, a vu l'ascension et la chute d'empire. Depuis ses origines en tant que village autour de 4200 avant Jésus-Christ, jusqu'à son apogée en tant que capitale du royaume élamite et de l'empire perse achéménide. La fortune de Suse a augmenté et diminué avec des victoires militaires et des sacs dévastateurs tels que ceux de Nabuchodonosor le Ier et d'Assurbanipal. La grandeur de la ville est évidente dans les palais de Darius le Ier et d'Artaxerxès II, bien que les signes d'une population dense soient rares. L'étoile de Suse s'est estompée après la conquête d'Alexandre le Grand et elle est passée entre les mains de Séleucos le Ier. La ville a connu des périodes de prospérité sous les Parthes et les Sassanides, marquées par la croissance des zones résidentielles et l'émergence d'une communauté chrétienne. La conquête arabe au 7e siècle a apporté l'islam à Suse, menant à une autre période de prospérité avant son déclin éventuel. Ainsi, en explorant les ruines de Suse, nous ne découvrons pas seulement des pierres et des artefacts, mais le flux et le reflux de la civilisation humaine elle-même. Temple de la Lune. Le Temple de la Lune au Pérou est un incroyable monument inca rarement visité au Pérou. La raison pour laquelle il est si souvent négligé est due à sa proximité avec le Machu Picchu, ce qui signifie que de nombreux touristes se rendent sur le site plus célèbre et sautent celui-ci. C'est une erreur car il y a beaucoup de merveilles anciennes ici. Le centre des temples du Cap contient un trône en roche solide fait pour un individu inconnu et il y a des preuves que l'individu aurait pu être une momie plutôt qu'une personne vivante. Le temple a au moins 1500 ans mais n'a été découvert par les archéologues qu'en 1936. La qualité du travail de la pierre est incroyable pour son époque, incluant une grande porte à double linteau en pierre et des représentations physiques des 3 plans d'existence que les Incas croyaient les cieux, la terre et le monde souterrain. Partout dans le temple se trouvent des fausses portes qui ne mènent nulle part. La raison de leur inclusion est inconnue, mais ce n'est pas dire grand-chose, car le but du temple dans son ensemble reste un mystère. Le nom de Temple de la Lune a été donné à la structure de manière arbitraire, nous ne savons même pas comment les Incas l'appelaient, encore moins à quoi il servait. Momies maronites. Les momies maronites sont une collection remarquable de restes humains naturellement préservés qui ont capturé l'intérêt des archéologues et des historiens. Ces momies ont été découvertes dans la vallée de Qadisha, située dans le Liban actuel, et sont associées à la communauté chrétienne maronite. Datant du XIIIe au XVIIe siècle, les momies ont été trouvées dans des sites d'inhumation au sein de monastères et d'églises de la région. Ce qui distingue les momies maronites, c'est leur état exceptionnel de préservation avec la peau, les cheveux et même les vêtements encore intacts. Cette remarquable préservation est attribuée aux conditions environnementales uniques de la vallée de Qadisha, caractérisée par un climat sec et frais qui a facilité la déshydratation naturelle et la préservation des corps. Les momies maronites fournissent des aperçus précieux sur les pratiques funéraires et les traditions culturelles de la communauté chrétienne maronite de cette période. Elles offrent des vues sur la vie, l'apparence et l'habillement des individus d'il y a des siècles, contribuant à notre compréhension du passé. Des efforts continus sont faits pour étudier et préserver ces momies, sauvegardant leur importance historique et culturelle pour que les générations futures puissent les apprécier et en apprendre. 100 sites préhispaniques. Ensuite, une découverte faite en Bolivie en avril 2023 éclaire sur les cultes andins anciens. Une équipe de chercheurs d'Argentine et de France a découvert plus de 100 sites religieux préhispaniques dans la région de Carangas, dans les hautes terres de Bolivie. Les sites étaient caractérisés par des cercles concentriques de murs construits sur des sommets de collines en utilisant des matériaux locaux.
Plusieurs cercles ont été observés, totalisant 135 sites datant des années 1650 à 1600. L'abondance de fragments de céramique, faisant autrefois partie d'assiettes, de jarres et de bols, suggérait que ces sites servaient à des fins cérémonielles. Des recherches précédentes ont souligné la présence de rites de Wakra dans la région, potentiellement liés aux formations circulaires sur les sommets des collines. Notamment, les chercheurs ont rencontré un site exceptionnel nommé Waskiri. Il se distinguait par sa taille et son design complexe, présentant 2 murs concentriques reliés par des enclos adjacents. Avec un diamètre de 140 mètres, Waskiri compte des milliers de fragments de céramique et possède une place en son centre. Le style architectural du cercle laissait présager une possible influence inca, ajoutant à son intrigue. L'équipe affirme que cette région des Andes, en raison de son climat rude et froid, est restée relativement inexplorée. Les sites nouvellement découverts offrent une richesse d'opportunités de recherche, illuminant un aspect mal compris de l'histoire et de la culture andine. Navire hanséatique. Un navire de cargo vieux de 400 ans remarquablement bien préservé a été découvert dans le nord de l'Allemagne en 2022, offrant un aperçu fascinant de la période hanséatique. Le navire a coulé droit et était resté ainsi depuis. Il a été remarquablement protégé de la décomposition par une couche de boue apportée par la rivière Trave. Cette rareté et préservation sont dues à l'absence de tarés qui détruisent typiquement les épaves en bois submergées dans la région. L'épave, que l'on croit être une galéote, a été trouvée à une profondeur de 10 mètres et est chargée de barils en bois bien préservés contenant de la chaux vive utilisée pour la construction en pierre. La recherche historique suggère qu'elle a coulé en décembre 1680 et l'analyse dendrochronologique soutient cette période. Malheureusement, les documents vagues de l'époque enregistrent le fait qu'un navire a été perdu mais ne consignent pas le nom du navire. Peut-être était-il considéré si insignifiant qu'il n'en avait même pas. Des plans sont en cours pour remonter le navire du lit de la rivière pour une étude plus approfondie, offrant une occasion unique d'explorer sa construction, son origine et ses artefacts. Cette découverte sert de capsule temporelle remarquable de la fin de la période hanséatique, mettant en lumière les routes commerciales de la Baltique et fournissant des aperçus précieux sur l'histoire maritime. Palais de Nestor. Le palais de Nestor est un site archéologique important situé dans la région de Messénie en Grèce. Il porte ce nom parce qu'il est censé être le palais de Nestor, une figure de la mythologie grecque et le roi de Pylos. Le palais remonte à la fin de l'âge du bronze, vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Découvert en 1939 par un archéologue américain, le site a été largement fouillé, révélant un complexe bien préservé avec de multiples pièces, cours et magasins. La conception architecturale du palais, présentant des fresques complexes et une cour centrale, montre les techniques de construction avancées et les compétences artistiques de la civilisation mycénienne. De nombreux artefacts, incluant des tablettes d'argile avec des inscriptions, de la poterie et des objets en bronze, ont été découverts, éclairant les aspects politiques, économiques et culturels de la société grecque ancienne. Le palais de Nestor fournit des aperçus précieux sur l'administration et la vie quotidienne de la civilisation mycénienne, en faisant un site significatif pour comprendre l'histoire et les réalisations de cette culture ancienne. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer les ruines du palais et acquérir une appréciation plus profonde pour le riche patrimoine de la région. Tombe de Néfertiti. La tombe de Néfertiti, souvent désignée comme la chapelle Sixtine de l'Égypte, est renommée pour abriter certaines des peintures les mieux préservées d'Égypte. Cette tombe a été construite pour Néfertiti, la première des grandes épouses royales de Ramsès le Grand. Les peintures à l'intérieur de la tombe sont vibrantes et détaillées, fournissant une représentation claire de ce à quoi les tombes et les temples pourraient avoir ressemblé pendant l'Antiquité. La tombe de Néfertiti se distingue par son niveau extraordinaire de détail, surpassant d'autres tombes trouvées dans la vallée des rois ou la vallée des reines. Elle attire de nombreux visiteurs pour des raisons évidentes, mais ces visiteurs devraient être conscients que le coût pour entrer dans la tombe peut être élevé et le temps à l'intérieur est généralement limité à environ 10 minutes. Cela dit, les gardes sont généralement indulgents à propos de cette politique, surtout si vous êtes heureux de leur glisser un billet de banque ou quelques pièces pour les persuader de détourner le regard. Malgré le coût et la restriction de temps, l'opportunité de témoigner de l'art remarquable à l'intérieur de la tombe de Néfertiti en vaut bien la peine. Il n'y a pas de tombe en Égypte tout à fait comme elle. Squelette pirate. Des archéologues marins ont peut-être fait la découverte de leur vie au large de la côte de Cape Cod, dans le Massachusetts aux États-Unis, au début de 2021.
Ils ont identifié 6 squelettes préservés dans des concrétions sur le fond marin, à proximité de l'épave du légendaire navire pirate Whydah. Et ils croient que l'un des squelettes est probablement les restes du célèbre capitaine pirate Black Sam Bellamy. Il y avait 146 hommes à bord du Whydah lorsqu'il a été perdu lors d'une tempête en 1717, dont seulement 2 ont survécu. 101 n'ont jamais été trouvés et Black Sam Bellamy fait partie de ce nombre. Un pistolet identifié comme appartenant à Bellamy a été trouvé dans les concrétions, donnant aux experts plus de raisons de croire qu'ils avaient enfin trouvé leur homme. La carrière de Black Sam en tant que pirate n'a pas duré longtemps, mais elle a brillé de 1000 feux. Il a capturé pas moins de 53 navires, pillant environ 130 millions de dollars de trésors dans le processus. Le Whydah avait juste 2 ans et était considéré à la pointe de la technologie lorsque Bellamy l'a capturé. Alors le capitaine pirate a décidé de l'équiper de 10 canons supplémentaires et d'en faire son nouveau navire amiral. Malheureusement pour lui, le poids de ces canons a peut-être été en partie responsable de son naufrage éventuel. La tombe du roi est le nom intentionnellement vague donné à un site archéologique remarquable en Scandie, en Suède. C'est l'un des plus grands lieux de sépulture de l'âge du bronze nordique jamais découvert en Scandinavie. Et de ce fait, il y a une forte probabilité qu'il ait été créé pour un roi. Mais nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Ce que nous savons, c'est que la tombe a été conçue pour une double inhumation et qu'elle est vieille d'environ 3400 ans. Le site funéraire est circulaire, avec un diamètre de 76 mètres, et diffère par son style de la plupart des autres sépultures européennes importantes de l'âge du bronze. Cela se distingue en partie parce que les cystes sur le site sont recouvertes de pétroglyphes mystérieux. Les images gravées sur leur surface comprennent des oiseaux, des poissons, des animaux, des personnes, des bateaux et un char tiré par 2 chevaux. La première fouille archéologique formelle de la tombe du roi a été menée par Gustaf Hallström en 1931 et a duré 2 ans. Pendant ce temps, les vestiges d'un établissement entier de l'âge de la pierre ont été identifiés sous l'énorme cairn. Malheureusement, la fouille de Hallström a également confirmé que la tombe avait été pillée dans un passé lointain. Il aurait pu être possible d'identifier qui y a été enterré, mais cette connaissance est probablement perdue à jamais. Nous n'avons pas l'intention de passer autant de temps dans les îles britanniques, mais il y a eu tellement de découvertes de trésors fascinantes là-bas ces dernières années que nous ne pouvons pas l'éviter. Une collection de 37 pièces de monnaie romaine en argent découvertes près de York a été déclarée trésor lors d'une enquête. Connues sous le nom de trésor d'Overton, les pièces ont été trouvées en septembre 2016 sur un terrain près d'Overton, dans le Yorkshire, avec des fragments de poterie. Certaines des pièces datent de l'an 69 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur romain Vespasien, qui a supervisé la construction du Colisée à Rome. On pense que le trésor a été enterré il y a environ 1800 ans, à l'époque où York était le centre de la cour impériale, et qu'il est lié à l'empereur Septime Sauver et à sa famille, qui ont passé plusieurs années à York. Le musée du Yorkshire a exprimé son intérêt pour l'acquisition du trésor, qui a ensuite été évalué par le comité d'évaluation des trésors du British Museum. La déclaration de trésor signifie que les pièces seront proposées à un musée pour acquisition à un prix fixé par ce comité. Nous aimerions pouvoir dire pourquoi les pièces ont été enterrées, mais c'est une chose qui ne sera probablement jamais connue. Vous avez peut-être entendu parler de la tapisserie de Bayeux, mais il est moins probable que vous ayez entendu parler de la tapisserie de Sampool. C'est une ancienne tapisserie murale en laine et elle a été découverte en 1984 dans l'ancienne colonie de Sampool, dans le bassin du Tarim, dans le comté de Lop en Chine. Quand elle a été trouvée, elle avait été transformée en un pantalon pour homme, ce qui n'était pas sa conception initiale. Les historiens trouvent très étrange qu'elle ait été découpée de cette manière, pour un usage aussi basique. La tapisserie est fascinante en raison des nombreuses caractéristiques de l'ère hellénistique qu'elle présente, notamment un diadème et un centaure grec, indiquant que la pièce pourrait provenir à l'origine du royaume gréco-bactrien. Cependant, la figure humaine sur la tapisserie pourrait être une représentation d'un soldat Yuezhi du 1er siècle, auquel cas la tapisserie contiendrait des éléments à la fois de la Grèce antique et de la Chine antique, ce qui en ferait un artefact très difficile à comprendre. L'identification de la figure comme chinoise est controversée, car il a les yeux bleus et des traits caucasiens. Seul son style vestimentaire ne semble pas européen. Les dates suggérées pour la tapisserie vont du 3e siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle après Jésus-Christ. Les artefacts Kimbaya de Colombie sont de magnifiques objets décoratifs et d'excellents exemples de l'artisanat ancien. Mais il y a plus que cela.
Les objets, dont l'âge varie entre 2300 et 3000 ans, sont parfois aussi appelés artefacts Tolima et n'ont été trouvés que dans la région autour de Bogota, la capitale du pays. Plus de 100 d'entre eux ont été découverts à ce jour. Alors que de nombreux archéologues les considèrent comme rien de plus que des exemples impressionnants de figurines zoomorphes, tous ne semblent pas être basés sur des créatures vivantes. Certains peuvent être facilement identifiés comme des chauves-souris, des oiseaux, des poissons ou des insectes, mais d'autres ne ressemblent à aucune autre créature connue. Ce sont ces artefacts anormaux qui posent problème, car au lieu d'être basés sur des animaux, ils semblent avoir des fuselages, des ailes, des stabilisateurs et d'autres caractéristiques distantes que l'on trouverait sur un avion moderne. Ils possèdent également des propriétés aérodynamiques parfaites, ce qui signifie que si vous agrandissiez l'un d'eux et le lanciez, ils seraient capables de voler et de planer. Comment de telles connaissances ont-elles pu être accessibles à des personnes vivantes il y a si longtemps ? Zone carrée aux 4 chèvres pourrait ressembler à un regroupement de mots aléatoires que nous avons assemblés, mais c'est en fait un ancien vase rituel chinois en bronze. Plus précisément, c'est un vase zone, qui est un récipient rituel à vin. Les historiens en Chine pensent que l'artefact a plus de 3000 ans, ce qui en fait une relique de la fin de la dynastie Shang. Comme son nom l'indique clairement, le vase est entouré de 4 chèvres aux cornes bouclées, ce qui le rend tout à fait unique dans les archives archéologiques. Vous le trouverez exposé aujourd'hui au Musée national de Chine, mais il a été découvert pour la première fois dans la ville de Huanghai, province du Hunan, en avril 1938, par 2 frères qui creusaient pour trouver des patates douces sur le flanc d'une montagne. C'est le plus grand vase zun de forme carrée jamais découvert, et il présente également un relief de 4 dragons entrelacés pour accompagner ces 4 chèvres. Le zun carré aux 4 chèvres a même disparu après avoir été caché pour le protéger pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a finalement été relocalisé en 1952. Il a été envoyé au Musée national d'histoire chinoise 7 ans plus tard, mais a été transféré au Musée national de Chine à la fin de la même année. Nous allons rester au Royaume-Uni pour une autre découverte archéologique passionnante. Car un autre trésor romain a été découvert sur le domaine de Stone dans le Suffolk, en Angleterre. Le trésor, découvert par Martin White lors d'une rencontre de détection de métaux, se compose d'une collection d'assiettes, de plats, de bols et d'une tasse en étain datant d'environ 2000 ans de la période romaine. Les objets ont été trouvés soigneusement empilés dans une fosse, peut-être déposés comme une offrande ou pour la sécurité. Les plus grandes assiettes et plats étaient probablement utilisés pour servir de la nourriture en commun, tandis que les bols octogonaux pourraient avoir une référence chrétienne. Des trésors similaires ont été trouvés ailleurs dans le sud de la Grande-Bretagne, y compris dans les établissements romains voisins d'Icklingham et de Oxwald. Bien que le trésor ne réponde pas aux critères pour être considéré comme un trésor en vertu de la loi de 1996 sur les trésors, il a été généreusement donné par le 12e duc de Grafton, Henry Oliver Charles Fitzroy, au village et musée anglo-saxon de Weststow. Les visiteurs ont pu admirer cette découverte lors d'une exposition spéciale, améliorant ainsi leur compréhension de la période romaine dans l'ouest du Suffolk. Nous ne savons toujours pas où le trésor ira après cela. En 2025, une équipe d'archéologues a fait une découverte qui a laissé le monde académique sans voix. Dans les sables d'Égypte, à l'intérieur d'une ancienne caverne scellée par des roches depuis des millénaires, ils ont trouvé un mur sculpté. Ce mur, composé d'un mélange de calcaire et de bronze, représentait quelque chose qui semblait impossible pour l'époque présumée de sa création. Un système céleste détaillé, avec des sphères, des lignes d'interconnexion et des symboles rappelant des orbites planétaires. Au centre, un grand cercle doré, semblable à un soleil, irradie des faisceaux dans toutes les directions, comme s'il reliait différents mondes. Le plus intrigant, c'est qu'à la base de la fresque, des figures humaines vêtues à l'ancienne pointent vers le ciel, tandis que d'autres semblent construire quelque chose de semblable à des pyramides. Les inscriptions environnantes ont été partiellement déchiffrées, révélant des mots dans une langue jamais répertoriée auparavant. L'une des traductions provisoires évoque « ceux qui sont venus de la lumière du cercle », soulevant des théories audacieuses sur un possible contact entre civilisations anciennes et voyageurs d'autres mondes. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à dater l'artefact avec précision. L'analyse au carbone a révélé que la couche interne date de plus de 12 000 ans, bien avant toute trace connue d'écriture. Certains qualifient la découverte de coïncidence, d'autres de preuve. Et vous, qu'avez-vous à dire sur cette découverte fascinante ? Partagez votre avis dans les commentaires. La boîte de Sigtuna tire son nom du fait qu'elle a été trouvée à Sigtuna, en Suède, en août 1911. C'est une boîte en cuivre, remarquable par une inscription runique qui a été gravée sur sa surface au début du XIe siècle.
La boîte est une preuve physique d'un réseau commercial qui s'étendait sur la mer Baltique à cette époque. Mais les historiens sont plus fascinés par la gravure, qui prend la forme d'un poème. Plus précisément, c'est un ancien poème nordique écrit dans une métrique spécifique qui était utilisée lorsque les poètes skaldiques écrivaient des louanges à leurs dirigeants. Dedans, un coucou poursuit un voleur puis le mange. C'est une image bizarre, mais elle a peut-être eu une signification symbolique à l'époque, qui s'est ensuite perdue avec le temps. La boîte appartenait probablement à un commerçant qui l'aurait utilisée pour transporter des balances afin de pouvoir peser de l'or et de l'argent où qu'il se trouve. Une deuxième inscription semblable à un graffiti sur la boîte se traduit par « Vermunder a coloré ses runes ». Mais on ne sait pas si Vermunder était le propriétaire initial de la boîte. Le trésor du West Yorkshire, découvert près de Leeds en Angleterre en 2009 par un détectoriste de métaux, est une trouvaille importante comprenant 6 objets en or, dont 4 anneaux en or et un fuseau en plomb. Cette découverte a une importance nationale et internationale, car elle élargit notre compréhension des pratiques de thésaurisation au début de l'Angleterre médiévale et augmente le corpus d'anneaux en or connus de cette période. Le trésor se compose de plusieurs objets intrigants, tels qu'un anneau en forme de losange serti d'un grenat cabochon, un anneau avec un chaton élargi, un anneau avec un chaton rond qui aurait contenu une relique, et un autre anneau avec des panneaux jaune miel. De plus, il y a un fragment de bijou encloisonné d'or, un morceau de lingot d'or et un disque de plomb. Les objets du trésor datent du 7e au 10e siècle, ce qui suggère qu'ils ont été conservés pendant plusieurs siècles. Les interprétations du but du trésor varient de l'argent d'un voleur à l'appartenance à un orfèvre ou un bijoutier, indiquant la richesse et la possession de hauts statuts. Le trésor du West Yorkshire est maintenant une propriété publique et est exposé au musée de la ville de Leeds, permettant aux visiteurs d'explorer les artefacts remarquables et de se plonger dans cet aspect captivant de l'histoire. Passons maintenant à l'Italie, où nous trouvons les tombes des reliefs de Cerveteri. C'est une tombe de l'ère étrusque créée il y a 2400 ans, mais découverte en 1847. La tombe est unique, car presque toutes les tombes de l'ère étrusque découvertes à ce jour sont recouvertes de fresques. Celle-ci, au lieu de cela, est décorée de reliefs en stuc. Notre compréhension de la langue étrusque écrite est imparfaite, mais il a été possible de traduire suffisamment l'inscription à l'intérieur de la tombe pour l'identifier comme la tombe familiale privée de la famille Matuna. Elle contient pas moins de 32 espaces à son niveau le plus bas, au-dessus desquels 12 autres niches oblongues ont été sculptées dans le mur à une date ultérieure pour permettre l'ajout de plus de corps. Soit la famille Matuna était très grande, soit elle a continué à utiliser la tombe pendant plusieurs générations. La présence d'un litus, de cornes et d'une chaise pliante en ivoire à l'intérieur de la tombe suggère qu'ils étaient une famille de magistrats, mais la présence de boucliers, d'armures et d'armes implique qu'ils auraient pu être des guerriers. Étant donné qu'ils vivaient il y a 2400 ans, il n'y a aucune raison pour qu'ils n'aient pu être les deux. Voici une découverte de trésor qui ressemble à une scène tirée tout droit d'un roman d'aventure. Un archéologue amateur déterre un pot en argile rempli de 1290 pièces de monnaie romaine datant du IVe siècle après Jésus-Christ en Suisse. Le chasseur de trésors, Daniel Luden, explorait près du château de Wildenstein datant du XIIIe siècle lorsque son détecteur de métaux a commencé à biper. En creusant, il a trouvé plusieurs pièces romaines et des fragments de poterie. Réalisant l'importance de sa découverte, il a soigneusement réenterré le trésor et a alerté les autorités. Les archéologues ont pu excaver le pot dans un grand bloc de terre, puis effectuer une tomodensitométrie de son contenu sans le perturber. Le scanner a révélé un détail inattendu. Un morceau de cuir de vache divisant les pièces en 2 piles séparées. Les pièces, faites d'un alliage de cuivre avec un faible pourcentage d'argent, ont été frappées sous le règne de l'empereur Constantin. La découverte soulève des questions intrigantes. Pourquoi le trésor a-t-il été enterré pendant une période de stabilité politique? Et quel était le but du séparateur en cuir de vache? Cela aurait-il pu être une offrande aux dieux, ou peut-être lié à la limite de 3 propriétés romaines? Les mystères de ce pot de monnaie continuent d'intriguer les chercheurs, offrant un aperçu alléchant des pratiques économiques de l'Empire romain. En octobre 1975, une équipe de travailleurs a trouvé une chambre funéraire au mur de briques à l'intérieur de l'église Barfuser à Bâle en Suisse lors d'un projet de rénovation. À l'intérieur de la tombe, ils ont trouvé une paire de cercueils bien conservés et à l'intérieur des cercueils, 2 ensembles de restes humains. Un ensemble n'était qu'un squelette, mais l'autre était le cadavre momifié d'une femme qui est devenue connue sous le nom de Dame de l'église Barfuser.
Des recherches ultérieures l'ont identifiée comme Anna Katharina Bischoff, née à Strasbourg en France en mars 1719 et décédée à Bâle en août 1787. Elle doit probablement l'emplacement de sa sépulture, qui serait normalement réservée aux personnes de haut statut social, au fait qu'elle était l'épouse du pasteur Lucas Gernler, qui a servi l'Église pendant de nombreuses années. En 2015, une autre série de tests scientifiques a révélé quelque chose de beaucoup plus surprenant. Il s'avère que Anna est une parente très éloignée de Boris Johnson, l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni. Nous nous demandons ce que cette épouse de pasteur penserait de Boris Johnson si elle était vivante pour le voir. En mai 2022, les amis et détectoristes de métaux Dave Allen, Mick Ray et Robert Ebbott sont partis pour un week-end de camping et de détection de métaux sur un site dans le Wiltshire, en Angleterre. À leur grande surprise, ils ont découvert un trésor de 161 anciennes pièces de monnaie romaine juste sous leur campement. Les pièces sont apparues à seulement 6 pas de l'endroit où ils avaient monté leur tente dans un champ non loin de l'ancien village de Pousseille. La valeur exacte des pièces n'a jamais été divulguée publiquement, mais il est sûr de supposer que l'évaluation se chiffrera en dizaines de milliers de dollars. Une partie importante de la valeur provient d'une seule pièce de monnaie romaine silicois, vieille d'environ 1600 ans et extrêmement rare. Il y a d'autres pièces silicois dans le trésor, ainsi que des pièces miliarense, toutes frappées entre 340 et 402. Les pièces sont dans un état presque neuf. Beaucoup d'entre elles sont en meilleur état que les pièces que vous transportez probablement dans votre portefeuille ou votre sac à main. Il est hautement probable que les pièces nouvellement frappées aient été délibérément enterrées au cours des dernières années de la présence de l'Empire romain en Angleterre par des citoyens cherchant à protéger leurs richesses des groupes d'envahisseurs saxons. Le trésor de Stolhof a été ironiquement découvert à Hohewand en Basse-Autriche. Nous disons ironiquement car bien que cette partie du monde soit connue sous le nom de Basse-Autriche, le trésor a été découvert à une altitude d'environ 762 mètres dans les montagnes au-dessus du village de Stolhof en 1864. C'est l'une des découvertes de l'âge du cuivre les plus significatives de l'histoire autrichienne et elle comprend les plus anciens artefacts en or jamais trouvés dans le pays. Des tests ont révélé que les objets composant le trésor ont environ 6000 ans. Le trésor est composé de 9 roulons en spirale, de 6 pendentifs en double spirale, d'une paire de haches plates, d'une paire de bracelets en spirale, de 2 disques en or et d'une seule pièce de feuille de métal décorative en forme de dents d'ours. Les disques en or sont les éléments les plus fascinants de la collection car ils sont tous deux ornés d'une décoration en relief et semblent avoir été conçus pour être attachés à des vêtements par un fil qui pouvait passer à travers les trous au centre. Des similitudes ont été notées entre les objets du trésor de Stolhof et des objets trouvés en Pologne, mais aucun lien n'a encore été prouvé. On sait beaucoup de choses sur Stonehenge, le célèbre cercle de pierre anglais, mais cela reste un lieu de grand mystère. L'un d'eux est la question des un peu plus de 40 pierres les plus petites du site, connues sous le nom de pierres bleues. Elles ne proviennent de nulle part dans la région environnante. Au lieu de cela, elles ont été extraites des collines de Preseli, dans le Pembrokeshire, au Pays de Galles. Cela représente près de 320 km de distance et soulève la question de savoir comment quelqu'un aurait pu les transporter aussi loin il y a 5000 ans. En 2019, une nouvelle étude a identifié l'endroit exact dans les collines d'où les pierres ont été extraites. Les universités ont déterminé que les roches ont été retirées en utilisant des cales pour ouvrir les fissures verticales entre chaque pilier de roche naturelle sur les sites. Des plateformes de pierre et de bois fabriquées par l'homme ont été trouvées dans la vallée sous le site de Carngoedoc dans les collines de Preseli. Elles ont été présumées fabriquées et utilisées par les bâtisseurs de Stonehenge. Cela pourrait enfin expliquer précisément d'où venaient les pierres et comment elles ont été séparées de leur pente natale. Mais cela n'explique pas pourquoi ni comment elles ont été transportées sur une si énorme distance. Nous quittons enfin le Royaume-Uni pour notre prochaine histoire de trésor. Le trésor de Valchitran a été trouvé par une paire de frères travaillant dans leur vignoble près du village bulgare de Valchitran le 28 décembre 1924. C'est le meilleur cadeau de Noël tardif que les frères aient jamais reçu. Les historiens en Bulgarie estiment que le trésor est le plus beau trésor thrace primitif jamais découvert dans leur pays et l'ont daté d'environ 1300 avant Jésus-Christ. Étant donné que les objets composant le trésor ont 3000 ans, ils sont dans un état fantastique. Chacun des objets de la collection est un récipient d'un type ou d'un autre. Il y a une paire de plats ronds, 5 récipients bombés avec des poignées centrales, 3 tasses, une aiguière, un trio de vases en forme de feuille et un bol en or massif avec 2 poignées. Bien que tous les artefacts soient faits d'or, tous, sauf le bol, ont un mélange de 9,7% d'argent. Cela suggère fortement qu'ils ont été fabriqués en même temps, très probablement par la même personne.
L'ensemble de la collection réside maintenant au Musée archéologique national de Sofia, où il est considéré comme l'un des biens les plus précieux du musée. La tombe de Ménécrate, également connue sous le nom de monument de Ménécrate, est un cénotaphe à Corfou, en Grèce, datant de la période archaïque il y a environ 2600 ans. Elle a été découverte par hasard lorsque l'armée britannique a démoli une forteresse de l'ère vénitienne en 1843 qui a révélé le cénotaphe en dessous. La sculpture d'un lion qui accompagne le monument est l'un des plus anciens lions funéraires jamais découverts en Grèce. Cette zone faisait autrefois partie de la nécropole de Corcyre et il est probable que la tombe de Ménécrate était la tombe la plus grande et la plus impressionnante de toute la nécropole. Le nom, Ménécrate, provient d'une ancienne inscription grecque trouvée à l'intérieur de la tombe qui l'identifie comme une structure construite pour honorer Ménécrate, ambassadeur de Corcyre à Oentea, qui a péri en mer. La tombe a été construite avec l'aide de son frère, Praximénès, qui est venu d'Oentea spécifiquement pour aider les habitants de Corcyre à construire le monument. La tombe est faite de calcaire local, qui est mou, il est donc remarquable qu'elle ait survécu aussi longtemps en si bon état. Elle reçoit désormais un entretien régulier du Conseil archéologique central grec. Le trésor de Penrith tire son nom du fait qu'il a été trouvé dispersé dans divers champs à Penrith, Cumbria, en Angleterre, sur une période de plus de 200 ans. La durée qui s'est écoulée entre la découverte du premier artefact du trésor et la découverte du plus récent en fait l'une des découvertes de trésors les plus inhabituelles de l'histoire britannique. Le trésor est composé d'un ensemble de broches pénannulaires en argent fabriquées au cours du Xe siècle. Le premier objet, une grande broche de type chardon, a été découvert en 1785. Une deuxième broche, presque identique à la première, a été trouvée à proximité en 1830. La plupart des objets du trésor ont été trouvés par deux équipes d'archéologues travaillant très près l'une de l'autre avec des détecteurs de métaux en 1989. Les historiens pensent que les grandes broches ont été déposées délibérément à proximité l'une de l'autre en l'an 930, mais sont moins certains que le reste des objets aient été abandonnés exprès ou enterrés en même temps. Les pièces présentent un style qui est devenu populaire pour la première fois à l'époque romano-britannique, mais ce style a été adopté par les Vikings, et ces broches sont, en fait, presque certainement d'origine viking. Une grande partie de ce que nous savons sur les dieux, les rituels, les croyances et la culture des anciennes tribus sud-américaines est due à la découverte du Codex Borgia. C'est sans aucun doute le manuscrit pictural le plus important jamais trouvé sur le continent. Mais il n'est pas exposé dans un musée. Au lieu de cela, il est conservé dans les archives du Vatican, en Italie. Le manuscrit est précolombien, datant du XVIe siècle, et porte le nom de Stefano Borgia, qui était un cardinal italien du XVIIIe siècle. Le cardinal n'a cependant pas découvert le codex. Il le possédait simplement avant qu'il ne soit acquis par la bibliothèque du Vatican après la mort du cardinal en 1804. Plutôt que d'être un seul document cohérent, le Codex Borgia est une collection de manuscrits couvrant des sujets tels que la divination, les rituels, l'iconographie et même les calendriers. C'est l'un des rares codex qui n'ont pas été délibérément détruits par les conquistadors espagnols lors de leur conquête du XVIe siècle. L'auteur du manuscrit est inconnu. Il a pu être créé par le peuple tlaxcaltèque, mais il a pu tout aussi facilement être produit par les Mixtèques ou les Cholultèques. Malheureusement, nous ne le saurons jamais. Et voilà qui conclut notre liste de découvertes archéologiques à couper le souffle. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines révélations sur l'histoire oubliée et dites-nous en commentaire quelle découverte vous a le plus impressionné.